Décembre 1682. Une nuit glaciale s'est abattue sur le domaine de Versailles, mais à l'intérieur du château, l'air est lourd et immobile. Dans la galerie des glaces, le silence règne, seulement troublé par le crépitement de milliers de bougies dont la cire d'abeille parfume l'atmosphère. L'odeur se mêle à la rémanence des parfums et de la sueur de centaines de courtisans qui, quelques instants plus tôt, animaient ce lieu de leurs intrigues. La galerie, longue de 73 mètres, est maintenant déserte. Ces 357 miroirs vénitiens, d'une valeur inestimable, se renvoient à l'infini le reflet des flammes, créant un labyrinthe de lumière dorée et d'ombres dansantes. Le parquet de chêne, poli jusqu'à la perfection, reflète les fresques de Charles le Brun au plafond, célébrant une gloire qui semble, dans cette quiétude, lointaine et presque irréelle. La grande scène du pouvoir s'est vidée, attendant le début d'un autre spectacle plus secret. Au centre exact de cette immensité dorée se tient une silhouette. C'est Louis XIV, âgé de 44 ans, au sommet de sa puissance. Il a délaissé sa perruque d'apparat, révélant ses cheveux naturels, déjà clairsemés, dans un rare moment de vulnérabilité calculée. À ses côtés, le duc de Vivonne, frère de sa maîtresse officielle, présente une jeune fille d'à peine 16 ans. Elle est terriblement pâle, ses yeux agrandis par la peur, sa respiration entravée par un corset trop serré. Le roi ne prononce pas un mot. Son geste est lent, presque cérémoniel. Il lève une main et touche le menton de l'adolescente, la forçant à croiser son regard. Dans ses yeux, aucune passion ne brûle. C'est le regard froid d'un évaluateur, jaugeant la valeur d'un bien, l'ambition d'une famille, le prix exact de la faveur royale. La jeune fille ne voit que son propre reflet, déformé et étranger, dans le miroir le plus proche. Pour toute l'Europe, cette galerie était le théâtre de la puissance absolue de la France, une arme diplomatique conçue pour écraser les ambassadeurs par le luxe. Mais une fois les audiences terminées et la cour retirée dans ses appartements, elle se métamorphosait. Elle devenait un marché, un lieu où les fortunes se construisaient et où les alliances se nouaient, non par des traités signés à l'encre, mais par des corps offerts en silence. Le destin d'une nation pouvait se décider ici, dans un échange de regards, une promesse murmurée loin des oreilles indiscrètes. Ce n'était pas simplement la demeure du roi Soleil, une coquille de gloire et de marbre. C'était l'épicentre d'un système interdit, un jeu complexe de sexe et de pouvoir, méticuleusement conçu par un maître pour qui le désir n'était qu'un autre instrument de règne. Un jeu dont les règles s'écrivaient dans les couloirs secrets de Versailles, loin de l'histoire officielle. Si ces enquêtes approfondies sur l'histoire qui ne figure pas dans les manuels scolaires, sur les vies réelles derrière les monuments que nous visitons, vous passionnent, alors abonnez-vous à cette chaîne. Laissez une mention j'aime pour aider ces récits à atteindre d'autres esprits curieux. Et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez, car notre communauté s'étend à travers le monde, unie par la quête d'un passé authentique, non aseptisé. Cette histoire n'est que le début. Pour comprendre comment un tel système a pu naître et prospérer au cœur de la plus brillante cour d'Europe, il nous faut retourner en arrière. Il nous faut explorer l'esprit de l'homme qui a rêvé Versailles, non seulement comme un palais, mais comme une cage dorée. Il faut comprendre la psychologie de Louis XIV, le créateur de ce monde et de ses règles impitoyables. Louis de Bourbon, né le 5 septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye, est l'homme qui deviendra Louis XIV, le roi Soleil. Son règne, d'une durée de 72 ans et 110 jours, reste le plus long de l'histoire européenne pour une nation majeure, se terminant avec sa mort à Versailles le 1er septembre 1715. Fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, il est l'héritier des deux plus puissantes dynasties du continent, les Bourbons et les Habsbourg, incarnant dès sa naissance une concentration de pouvoir sans précédent. Cette ascendance divine proclamée et cette longévité exceptionnelle ne sont pas de simples faits biographiques. Elles constituent le fondement de sa conviction en un droit absolu, une certitude inébranlable qu'il est l'incarnation vivante de l'État. C'est de cette certitude que naîtra la volonté de plier le monde à sa vision, de bâtir une scène à la mesure de sa propre légende. L'enfance de Louis est marquée au fer rouge par un traumatisme fondateur, la Fronde. Entre 1648 et 1653, une série de guerres civiles menées par une noblesse rebelle secoue le royaume. Le jeune roi, encore enfant,
est témoin de l'anarchie. Il voit les foules parisiennes envahir ses appartements au Louvre, il ressent la peur tangible lorsque sa propre famille est menacée par ceux qui devraient être ses plus loyaux sujets. Cette expérience humiliante et terrifiante lui inculque une méfiance viscérale et permanente envers l'aristocratie, ainsi qu'une détermination de fer à la soumettre définitivement. Il comprend très tôt que pour régner, il ne doit plus jamais être à la merci de Paris ou de ses grands seigneurs. Il doit les attirer hors de leur forteresse, les neutraliser et les transformer en courtisans dépendants. Versailles sera l'arme de cette vengeance politique longuement mûrie dans l'esprit d'un roi enfant. De ce traumatisme naît une obsession pathologique pour le contrôle, qui s'étendra à chaque aspect de son existence et de son royaume. La vie de Louis XIV est une mécanique d'une précision implacable, une ritualisation de chaque instant. Du lever au coucher, chaque geste du monarque est une cérémonie publique, observée par des dizaines de nobles, dont le statut est défini par leur proximité physique avec le roi. Cette transformation de la vie personnelle en spectacle d'État efface la frontière entre le public et le privé, faisant du corps du roi le centre symbolique et littéral du pouvoir. Le mémorialiste Saint-Simon l'a parfaitement résumé. Avec un almanach et une montre, on pouvait à 300 lieues de lui dire avec justesse ce qu'il faisait. Ce contrôle maniaque du temps et de la routine n'était pas une simple excentricité. C'était un instrument politique pour discipliner la noblesse et affirmer sa domination absolue. Cette soif de contrôle s'accompagnait d'appétits insatiables, que ce soit à table, où sa gourmandise était légendaire, ou à la chasse, qu'il pratiquait avec une vigueur infatigable. Mais c'est son appétit sexuel qui est devenu le plus célèbre et le plus politique. Pour Louis, la conquête n'était pas seulement une affaire de plaisir, elle était une démonstration de sa puissance virile, un attribut essentiel de sa majesté divine. Chaque maîtresse conquise était un territoire ajouté à son empire personnel, une preuve de sa vitalité face à une cour et à une Europe qui l'observait. Il engendra au moins 21 enfants, dont seulement 6 avec son épouse légitime, la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Cette prolifération n'était pas un signe de faiblesse morale à ses yeux, mais une affirmation de sa force, transformant le désir charnel en une extension de sa politique de grandeur et de domination. Pour financer de telles ambitions, Louis disposait d'une fortune qui défie l'entendement. En tant que monarque absolu, il contrôlait la totalité des revenus de l'État français, à l'époque la nation la plus riche et la plus peuplée d'Europe. Les ressources à sa disposition étaient, pour l'essentiel, illimitées. La construction de Versailles seule est estimée avoir coûté environ 100 millions de livres tournois. Un chiffre qui, bien que difficile à traduire précisément aujourd'hui, aurait consommé jusqu'à 25% des revenus annuels de l'État durant les années de construction les plus intenses. Cette somme colossale représentait une démonstration de force économique destinée à éblouir et à décourager ses rivaux. Elle lui donnait les moyens de créer un univers à son image, un monde où l'or, le marbre et l'art n'étaient pas des fins en soi, mais les matériaux bruts de la construction de son pouvoir absolu. Derrière l'image du grand amoureux se cachait un pragmatisme d'une froideur extrême. Louis XIV était parfaitement capable de séparer l'affection personnelle des impératifs politiques. Ses maîtresses, même les plus aimées comme Madame de Montespan, n'étaient jamais de simples objets de désir. Elles étaient des instruments de pouvoir, des pièces sur son échiquier politique. La preuve la plus éclatante de ce calcul est la manière dont il a traité leur progéniture. Il a légitimé les nombreux enfants qu'il a eus avec ses maîtresses, leur a conféré des titres de noblesse et les a mariés stratégiquement à des princes et princesses du sang. En faisant cela, il ne se contentait pas de reconnaître ses enfants. Il tissait un réseau de loyauté qui passait directement par ses propres veines, créant une nouvelle dynastie parallèle qui lui était entièrement dévouée et qui renforçait son emprise sur la haute noblesse. La motivation première pour la création de Versailles fut une fuite. Louis détestait Paris. La ville était pour lui le symbole de la rébellion. Le souvenir cuisant de la Fronde où il avait été un roi captif dans son propre palais. Il ne s'y sentait jamais en sécurité. Versailles, à l'origine un modeste pavillon de chasse hérité de son père, offrait l'exact opposé. Un lieu isolé, une toile vierge loin de l'agitation et des complots de la capitale. Ici, il pouvait bâtir un monde nouveau, à partir de rien, un univers dont il définirait lui-même chaque règle, chaque perspective,
chaque rituel. Ce n'était pas seulement la construction d'un palais, mais l'édification d'une nouvelle réalité politique, un cosmos ordonné autour de sa personne, loin du chaos de son enfance. Versailles était moins une résidence qu'une forteresse psychologique, conçue pour le protéger des fantômes du passé. Si la peur motivait la localisation, la gloire dictait l'échelle. Versailles fut conçu comme une arme de propagande, une démonstration de puissance destinée à l'Europe entière. Son luxe inouï, ses dimensions écrasantes et son raffinement artistique sans précédent n'avaient qu'un seul but: affirmer la suprématie culturelle, politique et militaire de la France. Chaque fontaine, chaque tableau, chaque dorure était un message. Le château et ses jardins devaient incarner l'ordre et l'harmonie d'un royaume parfaitement maîtrisé par son souverain. En se mettant en scène comme le roi Soleil, un nouvel Apollon, Louis ne faisait pas que flatter son ego. Il créait une mythologie politique puissante. Il était le centre de cet univers, l'astre autour duquel la noblesse française et les nations européennes étaient en contrainte de gravité. Versailles était la matérialisation en pierre et en or de cette ambition cosmique. L'architecture même du palais fut un instrument de cette ambition de contrôle total. Le plan de Versailles fut pensé avec une dualité fondamentale. D'un côté, les grands appartements d'apparat, les salons de réception et les immenses jardins étaient la scène publique du pouvoir, conçue pour l'affichage et le spectacle. De l'autre, un réseau complexe d'appartements privés, de passages dérobés, d'escaliers de service et de portes dissimulées permettait une circulation invisible, réservée au roi et à ses intimes. Cette topographie secrète était essentielle au fonctionnement de la cour. Le symbole ultime de cette conception était l'emplacement de la chambre du roi, située au centre exact du bâtiment sur l'axe est-ouest. Chaque jour, le soleil se levait et se couchait en alignement avec le lit du monarque. Tout, littéralement, tournait autour de lui, faisant de l'architecture un miroir de l'idéologie absolutiste. Ce projet n'aurait pu voir le jour sans le contexte d'un pouvoir quasi sans limite. Louis XIV était le monarque le plus puissant de son temps. Sa fameuse déclaration « L'État, c'est moi », bien que probablement apocryphe, résume parfaitement sa philosophie du pouvoir. Il n'existait quasiment aucun contre-pouvoir institutionnel capable de freiner ses volontés. Par une simple lettre de cachet, il pouvait faire emprisonner n'importe quel sujet sans procès, instaurant un climat où l'opposition était suicidaire et la faveur royale, une question de survie. Pour la noblesse, qu'il avait systématiquement dépouillée de son pouvoir militaire et politique en province, la seule voie vers la richesse et l'influence passait désormais par la proximité avec le roi à Versailles. Cet environnement de dépendance totale et de compétition féroce pour son attention créa les conditions idéales pour l'épanouissement d'un système où tout pouvait s'échanger contre un regard du maître. Ainsi se dessine le portrait d'un homme d'une complexité redoutable, un monarque qui assistait à la messe quotidiennement mais qui vivait dans un état d'adultère quasi permanent, un esthète qui a commandité certaines des plus grandes œuvres d'art de l'histoire mais qui gouvernait par la peur et l'intimidation. Un homme dont toute la vie était une performance publique méticuleuse, cachant un noyau de calcul froid et une volonté de faire. Cette combinaison unique de traumatisme personnel, d'ambition démesurée, de ressources illimitées et de pouvoir absolu a fait de lui la seule personne capable d'enfanter une création aussi extraordinaire et monstrueuse que Versailles. Le palais qui allait s'élever des marais ne serait pas qu'une simple demeure, il serait le reflet parfait de son créateur, une merveille de symétrie et de beauté à la surface, dissimulant un labyrinthe d'intrigues et de contrôle dans ses profondeurs. Le chantier de Versailles débute en 1661, non comme la création d'un nouveau palais, mais comme l'agrandissement d'un modeste pavillon de chasse en briques et en pierre, hérité de Louis XIII. Le jeune roi Louis XIV, désireux de s'éloigner des conspirations parisiennes, charge son premier architecte, Louis Le Vau, de transformer ce refuge rustique en une résidence digne de sa gloire naissante. L'ambition est démesurée. Dompter un site marécageux et inhospitalier pour y ériger le centre politique et culturel du monde. Durant les premières années, les travaux se concentrent sur ce que l'on nommera plus tard l'enveloppe, une nouvelle façade de pierre qui vient habiller l'ancien château. C'est le début d'une entreprise pharaonique qui s'étalera sur plus d'un demi-siècle, un projet qui ne sera pas seulement architectural, mais profondément politique,
destinée à matérialiser la puissance d'un seul homme sur la nature et sur les hommes. Derrière la splendeur des façades se cache une réalité humaine brutale. Au plus fort de la construction, jusqu'à 36 000 ouvriers, artisans et soldats s'activent sur le site. Les conditions de travail sont effroyables. Les hommes luttent contre la boue, les accidents sont quotidiens et une épidémie de paludisme, surnommée la fièvre des marais, décime les rangs. La mortalité est si élevée qu'on évacue les corps de nuit pour ne pas alarmer les survivants. Ces milliers d'anonymes, dont les noms sont perdus pour l'histoire, sont les véritables bâtisseurs de Versailles. Leur sueur et leur sang se mêlent aux mortiers qui scellent les pierres de la gloire royale. C'est le paradoxe fondateur du lieu. Le summum du raffinement et du luxe, une utopie d'ordre et de beauté, érigée sur la souffrance et le sacrifice d'une main-d'œuvre entièrement dépensable, dont la vie avait moins de valeur que les marbres qu'elle polissait. Le coût financier de cette entreprise est aussi colossal que son coût humain. Les estimations les plus fiables évaluent la dépense totale à environ 100 millions de livres tournois, une somme astronomique qui défie l'imagination. Pour la contextualiser, cela représentait jusqu'à 25% de l'ensemble des revenus annuels de l'État français durant les années de construction les plus intenses. Converti aujourd'hui, ce chiffre équivaudrait à plusieurs milliards d'euros, une fortune suffisante pour construire des dizaines de villes. Mais pour Louis XIV, il ne s'agissait pas d'une dépense, mais d'un investissement stratégique. Chaque livre dépensé en or, en miroir ou en fontaine était une démonstration de force économique destinée à éblouir ses sujets et à décourager ses rivaux européens. Versailles n'était pas un palais financé par le royaume, c'était le royaume lui-même, transformé en un instrument de propagande de pierre et de dorure. En 1678, le projet entre dans sa phase la plus ambitieuse, avec l'arrivée de l'architecte Jules Hardouin-Mansart. Il succède à Levau et devient le maître d'œuvre de la transformation finale de Versailles en siège permanent du pouvoir. Sa vision, grandiose et parfaitement alignée sur l'absolutisme du roi, donne naissance aux éléments les plus iconiques du château. Il conçoit les immenses ailes du Nord et du Midi, deux bâtiments monumentaux destinés à loger les milliers de courtisans que le roi veut garder sous son contrôle direct. Il supervise également la construction de la chapelle royale et de l'orangerie. Sous sa direction, le château triple de volume devenant la plus vaste résidence royale d'Europe. Hardouin-Mansart ne construit pas seulement des murs, il façonne l'outil architectural de la domestication de la noblesse, créant une ville palatiale conçue pour l'affichage et la surveillance. Le chef-d'œuvre incontesté de Jules Hardouin-Mansart reste la Galerie des Glaces, construite entre 1678 et 1684. Cette galerie monumentale, longue de 73 mètres, large de plus de 10 et haute de 12, relie les grands appartements du roi et de la reine. Sa conception est une prouesse technique et un symbole de la puissance économique française. Elle est ornée de 357 miroirs d'une taille exceptionnelle pour l'époque, fabriqués par la manufacture royale de Saint-Gobain, créés spécifiquement pour briser le monopole vénitien sur ce produit de luxe. Sa fonction officielle est celle d'un lieu de passage et de réception, un théâtre éblouissant où le roi reçoit les ambassadeurs étrangers, les écrasant sous le poids de l'opulence avant même que les négociations ne commencent. C'est l'arme diplomatique ultime, une démonstration de richesse conçue pour laisser l'observateur sans voix. Mais la véritable fonction de la Galerie des Glaces est bien plus subtile. Son génie réside dans sa nature de scène semi-publique, un espace de surveillance totale. Les 17 immenses fenêtres cintrées qui s'ouvrent sur les jardins font face aux 17 arcades ornées de miroirs, créant un jeu de reflets infinis où la lumière et les regards se multiplient. Rien ni personne ne peut échapper à l'observation. C'est le principal lieu où il faut voir et être vu. Un simple regard du roi, un sourire adressé à une dame, un signe de tête à un duc. Tout est instantanément remarqué, analysé et interprété par des centaines de courtisans rivaux. Le soir, une fois les réceptions officielles terminées, la galerie se transforme en un marché silencieux où les faveurs se négocient et les réputations se font et se défont. C'est ici, dans ce couloir de lumière, que le jeu du pouvoir commence, avant de se poursuivre dans le secret des appartements privés. L'architecture du pouvoir ne s'arrête pas aux murs du palais, elle s'étend à l'ensemble du domaine, et notamment au jardin conçu par André Le Nôtre. Sur plus de 800 hectares,
le nôtre impose un ordre géométrique implacable à la nature. Les parterres sont dessinés au cordeau, les arbres sont taillés en forme parfaite, et un réseau complexe de canaux et de bassins structure l'espace selon des axes de perspective qui convergent tous vers le château, et plus précisément vers la chambre du roi. Ce n'est pas un simple aménagement paysager, c'est une déclaration philosophique. Le jardin à la française est la manifestation de la victoire de la raison et de la volonté humaine, incarnée par le monarque, sur le chaos du monde naturel. Chaque fontaine, chaque statue, chaque allée est un rappel constant que dans le royaume de Louis XIV, tout, y compris la nature elle-même, est soumis à un ordre supérieur. Cette obsession du contrôle se retrouve dans la division même de l'espace intérieur du château. Le palais est conçu autour d'une dualité fondamentale, le grand appartement et le petit appartement du roi. Le grand appartement est une enfilade de 7 salons d'apparat, chacun dédié à une divinité antique associée au soleil, où se déroulent les cérémonies publiques et la vie officielle de la cour. C'est la scène sur laquelle le monarque se donne en spectacle. En opposition, le petit appartement est un ensemble de pièces plus intimes, à l'usage exclusif du roi et de quelques privilégiés. L'accès à ces pièces est le bien le plus précieux de la cour, le signe ultime de la faveur royale. C'est dans ce sanctuaire privé, loin des regards de la foule, que les véritables décisions se prennent, que les alliances se nouent et que le pouvoir s'exerce sans les contraintes de l'étiquette. Pour permettre cette vie double, Versailles est truffé d'un réseau de circulation invisible. Des dizaines de passages secrets, d'escaliers de service dérobés et de portes dissimulées dans les boiseries, connues sous le nom de dégagement, parcourent le château. Ce labyrinthe secret n'est pas seulement destiné aux domestiques. Il permet au roi, à sa famille et à ses visiteurs, les plus intimes, de se déplacer d'un appartement à l'autre sans jamais être vus dans les espaces publics. Cette infrastructure parallèle est essentielle au fonctionnement du système de cour. Elle garantit la confidentialité des rencontres, facilite les intrigues amoureuses et politiques et renforce le sentiment de mystère et d'omniscience du monarque. L'architecture de Versailles n'est pas seulement une façade de gloire, c'est aussi une machine complexe conçue pour gérer les flux visibles et invisibles du pouvoir et du désir. L'exemple le plus parlant de cette architecture de l'intime est l'escalier secret qui reliait directement les appartements privés du roi à ceux de sa maîtresse principale, la marquise de Montespan, située juste au-dessus. Cet escalier dérobé permettait au monarque de rejoindre sa favorite en toute discrétion, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans traverser les antichambres bondées, où les courtisans épiaient chacun de ses mouvements. Ce n'était pas un simple aménagement pratique, c'était l'institutionnalisation architecturale du statut de la maîtresse royale. En intégrant physiquement ses appartements dans le circuit privé du pouvoir, le roi faisait d'elle une pièce maîtresse de son gouvernement officieux. La pierre elle-même reconnaissait et facilitait un pouvoir qui, bien que non officiel, était bien réel et au cœur du fonctionnement de l'État absolutiste. La conception du palais intègre également des innovations technologiques visant à garantir la confidentialité et le confort du monarque. L'éclairage, par exemple, est une affaire d'État. Pouvoir illuminer la galerie des glaces avec 3000 bougies pour une seule soirée est une démonstration de richesse inouïe. Mais dans les appartements privés, le contrôle de la lumière permet de créer des atmosphères plus intimes, propices aux confidences. Plus crucial encore est l'isolement acoustique. Les murs de pierre exceptionnellement épais, doublés de lourdes tapisseries des Gobelins et de lambris de bois précieux, absorbent les sons de manière remarquable. Cette isolation phonique, bien supérieure aux normes de l'époque, assure que les conversations les plus secrètes, les complots et les ébats restent confinés à l'intérieur des pièces, protégeant ainsi le roi des oreilles indiscrètes, qui sont légion à la cour. Le 6 mai 1682, bien que les travaux soient encore en cours, Louis XIV installe officiellement sa cour et son gouvernement à Versailles. Le grand œuvre est suffisamment avancé pour devenir le centre névralgique du royaume. La coquille architecturale est en place. Un labyrinthe de 2300 pièces, une scène de marbre, d'or et de miroirs conçus pour la représentation du pouvoir absolu. Le décor est planté, la machine est prête à fonctionner. Désormais, ce n'est plus la pierre qui sera façonnée, mais les âmes. Des milliers de nobles sont arrachés à leurs terres et contraints de vivre dans cette cage dorée
où leur survie dépendra de leur capacité à naviguer dans les courants complexes de la faveur royale. Le théâtre est prêt. Les acteurs sont en place. Le drame humain, avec ses ambitions, ses désirs et ses tragédies, peut enfin commencer. La vie à Versailles était une mécanique d'une précision redoutable, animée par une armée invisible. La maison du roi employait environ 10 000 personnes, allant des grands officiers de la couronne aux plus humbles valets. Près de 5 000 d'entre eux vivaient et travaillaient au sein même du château, transformant le palais en une véritable ville-État. Cette société verticale était régie par une hiérarchie stricte où chaque rang, chaque fonction avait sa place définie. Les cuisiniers, les jardiniers, les gardes suisses, les musiciens, les médecins, tous participaient à la grande mise en scène du pouvoir royal. Leur existence était entièrement dédiée à servir le spectacle de la monarchie absolue, un ballet incessant de devoirs et de préséances où la moindre erreur pouvait signifier la disgrâce. Le fonctionnement de cette machine sociale colossale était en soi une démonstration de la capacité du roi à organiser et à contrôler son univers jusqu'au moindre détail. La journée du roi était le métronome qui rythmait l'existence de toute la cour. Chaque instant était une cérémonie publique, une affirmation de son statut quasi divin. À 8h30 précises, le rituel du lever commençait, où des dizaines de nobles privilégiés assistaient au réveil et à l'habillement du monarque. À 10h, la cour se déplaçait pour la messe dans la chapelle royale, suivie des réunions du conseil à 11h. Le dîner, pris en public à 13h, était un autre spectacle. L'après-midi était consacré à la promenade dans les jardins ou à la chasse. Le soir, le souper public à 22h précédait la cérémonie finale du coucher à 23h30. Cette routine immuable n'était pas une simple habitude. C'était un instrument politique qui transformait le temps en une structure de contrôle, forçant la noblesse à orbiter en permanence autour de la personne sacrée du roi. Les événements sociaux étaient le cœur battant de la vie à la cour, conçus pour éblouir et occuper la noblesse. 3 soirs par semaine, de 19 à 22 heures, se tenaient les soirées d'appartement. Le grand appartement du roi se transformait alors en un espace de divertissement somptueux. Des tables de jeu, des buffets chargés de viandes rares et de confiseries exotiques, et des concerts donnés par les meilleurs musiciens du royaume étaient offerts aux milliers de courtisans. L'étiquette était d'une rigueur absolue, la richesse des tenues une obligation ruineuse. Ces fêtes n'étaient pas de simples distractions. Elles étaient un outil de gouvernement, un moyen d'endetter la noblesse, de la rendre dépendante des pensions royales et de la maintenir dans un état de compétition constante pour la faveur du monarque, le tout sous le vernis d'une sociabilité raffinée et d'un luxe inouï. Maintenir une telle machine en mouvement représentait un coût opérationnel astronomique, une hémorragie financière continue pour le royaume. Chaque jour, des milliers de bouches devaient être nourries, des milliers de bougies de cire d'abeilles consumées pour éclairer les soirées, et des centaines de domestiques payés. L'entretien des jardins et le fonctionnement des fontaines, qui nécessitaient des quantités d'eau colossales, représentaient à eux seuls une dépense équivalente au budget d'une petite ville. Il n'existait pas de distinction claire entre les finances personnelles du roi et celles de l'État. Versailles dévorait une part significative des revenus de la France, une nation pourtant riche. Pour Louis XIV, ce n'était pas une dépense, mais un investissement dans la gloire. Chaque sou dépensé était une affirmation de sa puissance, un message envoyé à l'Europe que sa richesse, comme son pouvoir, était sans limite. Pour le monde extérieur, Versailles était la vitrine de la grandeur française, l'incarnation d'un ordre parfait. Les récits des visiteurs étrangers, comme le philosophe Gottfried Wilhelm Leibniz, décrivent le château avec un émerveillement quasi religieux, louant la symétrie des jardins, la magnificence de l'architecture et la majesté du roi. La propagande royale, diffusée à travers les gravures, les poèmes et les gazettes, façonnait cette image d'un royaume harmonieux, gouverné par un monarque éclairé, un nouvel Apollon apportant la lumière des arts et de la civilisation au monde. Cette réputation publique était soigneusement entretenue. Versailles n'était pas présenté comme une résidence, mais comme un temple dédié à la gloire de la France et de son souverain. C'était le récit officiel, une façade de perfection conçue pour masquer les tensions et les intrigues qui bouillonnaient sous la surface dorée. Cependant, pour ceux qui vivaient à l'intérieur de ces murs, la réalité était bien différente.
La princesse palatine, belle-sœur du roi, a résumé cette dualité dans une de ses lettres célèbres. C'est un enfer pour les gens du dehors, mais le paradis pour ceux qui appartiennent à la cour. On est constamment entouré d'espions, et chacune de vos paroles est rapportée au roi. Cette citation révèle la véritable nature de Versailles, une cage dorée où la surveillance était permanente. Chaque conversation était écoutée, chaque geste interprété. La proximité physique avec le roi était une source de prestige, mais elle exposait aussi à un examen constant. L'air était saturé de rivalité, de jalousie et de la peur de la disgrâce. Derrière le masque des sourires et des révérences, une lutte acharnée pour la survie politique se jouait chaque jour, transformant le palais en un théâtre de la paranoïa. Les visiteurs ordinaires et les dignitaires de passage n'avaient accès qu'à la face publique de ce monde. Ils étaient conduits à travers une série d'espaces conçus pour impressionner et intimider. Leur parcours commençait par les cours extérieures, traversait le grand appartement avec son enfilade de salons au nom de divinités planétaires et culminait dans la vision éblouissante de la galerie des glaces. Ils pouvaient ensuite admirer la perspective infinie des jardins d'André le Nôtre depuis la terrasse centrale. Tout ce qu'ils voyaient était une démonstration d'ordre, de richesse et de pouvoir absolu. L'individu était écrasé par la monumentalité de l'architecture et la perfection de l'aménagement. Cette expérience soigneusement chorégraphiée laissait une impression durable de la suprématie française. C'était la version officielle de Versailles, une coquille de majesté et de respectabilité qui dissimulait une toute autre réalité. Le basculement entre la vie publique et la vie privée s'opérait chaque soir après la cérémonie du coucher du roi, vers 23h30. Ce moment marquait une transition radicale. Tandis que le monarque se retirait officiellement pour la nuit, en présence de quelques nobles triés sur le volet, la grande machine de la cour commençait à ralentir. Les vastes salons d'apparat, encore chauds de la présence de milliers de courtisans, se vidaient progressivement. Les lumières des grands lustres étaient diminuées, plongeant les couloirs dans une pénombre suggestive. La plupart des nobles et des serviteurs regagnaient leurs appartements, souvent exigus et situés dans les combles ou les ailes éloignées du château. Le bruit de la foule et la musique des orchestres laissaient place à un silence lourd et attentif. Le spectacle officiel était terminé. Un autre plus secret s'apprêtait à commencer. Ce n'était pas seulement l'atmosphère qui changeait, mais l'espace lui-même. Les portes massives qui relièrent les appartements publics aux appartements privés du roi, les petits appartements, étaient fermées aux non-initiés. Le personnel de service était réduit à un cercle de valets de confiance, dont la discrétion était la première qualité. Un silence feutré s'installait, rompu seulement par le pas d'une sentinelle ou le murmure d'une conversation derrière une porte dérobée. Pour un cercle très restreint d'invités, la nuit ne faisait que commencer. Une invitation à rejoindre le roi après le coucher était le signe ultime de la faveur, le saint graal de la vie de cour. C'était dans ces heures nocturnes, loin des regards indiscrets, que le véritable pouvoir s'exerçait, que les confidences s'échangeaient et que les destins se décidaient dans l'intimité du monarque. Ainsi coexistaient deux Versailles dans le même espace physique. Le premier était le Versailles du jour, un théâtre grandiose de l'absolutisme, régi par une étiquette rigide et ouvert au regard du monde. C'était une scène de représentation, une machine de propagande où chaque rituel affirmait la puissance et la légitimité du roi Soleil. Le second était le Versailles de la nuit, un labyrinthe d'intrigues, un espace privé où les règles se pliaient à la volonté du maître. Durant la journée, le salon de Mercure servait d'antichambre d'apparat. Mais après minuit, ses portes pouvaient s'ouvrir sur un monde de jeux, de conversations et d'échanges bien plus intimes. Cette dualité était la clé du système. La façade de respectabilité et d'ordre public rendait possible, et d'autant plus puissant, le système secret de faveur et de contrôle qui opérait dans l'ombre. Pour percer le secret de Versailles, il faut se tourner vers les témoins qui, de l'intérieur, ont documenté ces murmures. Nos sources primaires les plus précieuses sont les écrits des mémorialistes, dont le plus célèbre est le duc de Saint-Simon. Arrivé à la cour en 1691, ses mémoires, rédigés dans le secret, dressent un portrait acide et extraordinairement détaillé des mœurs et des intrigues. À ses côtés, les lettres de la princesse palatine, belle-sœur du roi,
offrent une perspective féminine, crue et souvent scandalisée. Ces documents, rédigés par des aristocrates pour leur père, ne sont pas des reportages objectifs. Ils sont imprégnés de préjugés et de rivalités personnelles. Mais c'est précisément leur partialité qui nous révèle la psychologie de la cour, les codes non dits et la brutalité des relations humaines derrière la façade de l'étiquette. Conservés aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, ils sont les clés qui ouvrent les portes dérobées de l'histoire. L'historiographie moderne a largement corroboré et contextualisé ces témoignages. Des biographes comme Jean-Christian Petitfils ou des historiens sociaux comme Norbert Elias ont analysé Versailles non pas comme une simple résidence, mais comme un instrument de pouvoir. Le consensus académique est clair. Le système des maîtresses n'était pas une simple faiblesse morale du roi, mais un mécanisme politique institutionnalisé. Il servait à gérer les ambitions de la noblesse, à créer des réseaux de dépendance et à recueillir des informations. Les interprétations divergent sur le degré de cynisme de Louis XIV ou sur la part de consentement des femmes impliquées, mais le fait fondamental demeure. Le désir charnel et l'ambition politique étaient inextricablement liés, transformant les relations les plus intimes en transactions d'État. Le corps des femmes, et par extension leur famille, devenait une monnaie d'échange dans l'économie de la faveur royale. Il est cependant crucial de reconnaître les limites de nos connaissances. L'histoire officielle, celle des archives royales et des gazettes, est silencieuse sur ces pratiques. Les transactions les plus secrètes ne laissaient aucune trace écrite. Nous ne possédons pas de registre détaillant qui a été offert, à quel prix et pour quel bénéfice. Ce que nous avons, ce sont des récits de seconde main, des allusions dans des correspondances privées et les conséquences visibles. Des promotions inexplicables, des fortunes soudaines et des disgrâces brutales. L'historien doit donc travailler comme un détective, en assemblant des fragments, en croisant les sources et en distinguant les faits documentés des rumeurs malveillantes qui proliféraient dans l'atmosphère paranoïaque de la cour. Ce que nous décrivons n'est pas une certitude absolue pour chaque cas, mais une reconstitution plausible du fonctionnement d'un système dont l'efficacité reposait précisément sur son caractère non officiel et secret. Ce système n'est pas né d'un plan prémédité, mais a évolué organiquement à partir de la nature même de la cour de Versailles. Dès son installation en 1682, Louis XIV a fait de la proximité physique avec sa personne la source de tout pouvoir. Dans un monde où des milliers de nobles se disputaient un simple regard, l'accès à l'intimité du roi devint le bien le plus précieux. Le système s'est structuré autour de la figure de la maîtresse officielle, la maîtresse en titre, qui agissait comme une sorte de premier ministre officieux, un canal d'accès privilégié au monarque. Autour d'elle gravitait une nébuleuse de jeunes femmes, les petites maîtresses ou passades, des aventures éphémères qui servaient de test, de divertissement ou de monnaie d'échange pour des faveurs de moindre importance. Le tout fonctionnait comme une pyramide de pouvoir sexuel et politique au sommet de laquelle trônait le roi. Les règles de ce jeu étaient implicites, mais universellement comprises. La première règle était la discrétion absolue. Le roi exigeait que la façade de la moralité et de la piété soit maintenue en public. L'adultère était un secret de polichinelle, mais il ne devait jamais devenir un scandale public qui entacherait la majesté de la couronne. La seconde règle était la hiérarchie. La reine, Marie-Thérèse d'Autriche, conservait son statut cérémoniel et intouchable. La maîtresse en titre jouissait d'un pouvoir immense, mais précaire. Les autres n'étaient que des pions. Le protocole était subtil, une invitation à une promenade privée, un mot glissé par un valet de confiance, un regard appuyé dans la galerie des glaces. Ces signaux, invisibles pour les non-initiés, constituaient le langage de ce marché secret, un code qui déterminait les carrières, les fortunes et les vies de ceux qui aspiraient à la lumière du roi Soleil. La fréquence de ces échanges variait en fonction des humeurs du roi et des dynamiques politiques de la cour. Durant l'apogée du règne de Madame de Montespan, entre 1667 et la fin des années 1670, le système fonctionnait à plein régime. Les soirées d'appartement 3 fois par semaine étaient les principaux moments de repérage et de négociation. Les événements eux-mêmes, les rencontres intimes, se déroulaient ensuite dans le secret des appartements privés, souvent tard dans la nuit.
avec le temps et notamment après l'influence grandissante de la pieuse Madame de Maintenon, que le roi épousa secrètement en 1683. Le système devint plus discret, moins ostentatoire, mais il ne disparut jamais complètement. Il se transforma, devenant moins une affaire de passion que de pur calcul politique, un rouage froid et essentiel de la machine absolutiste. La mécanique du secret reposait sur une combinaison d'architecture et de complicité humaine. Les fameux dégagements, ce réseau de passages dérobés et d'escaliers de service, étaient les artères de ce système. Ils permettaient des déplacements invisibles, reliant les appartements du roi à ceux de ses maîtresses ou à des garçonnières discrètes aménagées dans les combles. La complicité du personnel était également cruciale. Les valets de chambre, les dames d'honneur et les médecins du roi étaient les gardiens de ces secrets. Leur silence était acheté par des gratifications généreuses et la menace constante de la disgrâce. Enfin, le secret était garanti par la complicité de la cour elle-même. Chacun savait, mais personne ne parlait ouvertement, car dénoncer le système revenait à s'en exclure et à risquer la colère d'un monarque qui ne tolérait aucune contestation de son autorité, surtout dans le domaine de sa vie privée. Au centre de cette toile se trouvait Louis XIV lui-même. Pour lui, ce système était bien plus qu'une simple satisfaction de ses appétits sexuels. C'était un instrument de gouvernement. Chaque conquête était une affirmation de sa virilité, et donc de sa puissance divine. Chaque maîtresse issue d'une grande famille noble lui donnait un moyen de pression sur cette famille, la rendant dépendante de sa faveur. Les confidences échangées sur l'oreiller étaient une source inestimable de renseignements sur les intrigues de la cour. Il utilisait le désir comme un outil d'analyse psychologique, testant l'ambition, la loyauté et la cupidité de ceux qui l'entouraient. Dans son esprit, il n'y avait aucune contradiction entre son rôle de roi très chrétien et sa vie de débauche organisée. Les deux servaient le même objectif ultime, la glorification de sa personne et le renforcement de l'État. La pièce maîtresse de ce jeu était la maîtresse en titre, un rôle incarné de manière spectaculaire par Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan. Belle, spirituelle et incroyablement ambitieuse, elle a régné sur la cour pendant plus d'une décennie. Elle n'était pas seulement l'amante du roi, elle était sa conseillère, une ministre sans portefeuille, qui influençait les nominations, distribuait les pensions et faisait et défaisait les carrières. Ses appartements, situés juste au-dessus de ceux du roi et reliés par un escalier secret, étaient le véritable centre du pouvoir à Versailles. Pour obtenir une faveur, il fallait passer par elle. Sa position, bien que non officielle, était si puissante qu'elle vivait dans un luxe qui rivalisait avec celui de la reine. Un symbole vivant de la fusion entre le pouvoir sexuel et le pouvoir politique. Autour de la maîtresse gravitaient les familles ambitieuses. Pour un noble de province ou un courtisan sans grande fortune, offrir sa fille, sa sœur ou même son épouse au roi était la voie la plus rapide vers la richesse et l'influence. Le duc de Vivonne, frère de Madame de Montespan, a vu sa carrière militaire propulsée grâce à la position de sa sœur. D'autres pères et maris fermaient les yeux sur les infidélités, les considérant comme un investissement. Ils participaient activement à la mise en scène, encourageant leurs parentes à se parer de leurs plus beaux atours et à se placer sur le chemin du roi. C'était un calcul cynique où l'honneur familial était sacrifié sur l'autel de l'ambition. Dans la logique de Versailles, la vertu d'une femme avait moins de valeur qu'un titre de duc ou une charge lucrative à la cour. Les femmes au cœur de ce système n'étaient pas un groupe homogène. Certaines, comme Madame de Montespan, étaient des actrices volontaires et ambitieuses qui utilisaient leur beauté et leur esprit comme des armes pour conquérir le pouvoir dans un monde qui leur en refusait l'accès direct. Elles étaient des stratèges, jouant un jeu dangereux avec des gains potentiels immenses. Mais pour beaucoup d'autres, la marge de manœuvre était bien plus faible. Les jeunes filles issues de familles nobles mais pauvres, présentées à la cour dès l'âge de 15 ou 16 ans, n'avaient souvent pas le choix. Un refus signifiait la ruine de leur famille et leur propre ostracisation. La coercition n'était pas physique, mais sociale et économique. Une pression insidieuse et irrésistible qui transformait leur corps en un capital familial, qu'elles étaient contraintes de faire fructifier. Enfin, le système ne pouvait fonctionner sans un réseau de facilitateurs discrets. Les dames d'honneur, comme Madame de Sévigné qui en parle dans ses lettres, jouaient souvent le rôle d'entremetteuses, identifiant les nouvelles beautés
et organisant les premières rencontres. Les valets de chambre du roi, comme le fidèle Bontemps, étaient les gardiens ultimes des secrets, gérant l'agenda secret du monarque, préparant les appartements discrets et écartant les importuns. Ces complices, souvent issus de la petite noblesse ou de la bourgeoisie, tiraient un pouvoir considérable de leur proximité avec l'intimité royale. Leur loyauté était absolue, car leur propre fortune dépendait entièrement du silence qu'ils maintenaient. Ils étaient les rouages invisibles mais essentiels de cette machine de désir et de pouvoir qui opérait dans l'ombre de la splendeur de Versailles. La Galerie des Glaces, ce chef-d'œuvre de 73 mètres de long, était la première scène de ce théâtre. Le jour, c'était un lieu de passage obligé, un espace de représentation où la cour se montrait. Mais le soir, lors des soirées d'appartement, son atmosphère changeait. Sous la lumière vacillante de 3000 bougies, les 357 miroirs ne reflétaient plus seulement le luxe, mais aussi les regards, les sourires et les signaux. Ils créaient un environnement de surveillance totale où chaque interaction était démultipliée et observée. C'était ici que le roi effectuait sa sélection. Un regard prolongé, une question anodine posée à une jeune femme, un compliment sur sa toilette, tout était un signe. La galerie devenait un marché aux enchères silencieux, où les familles présentaient leurs biens et où le roi faisait son choix avant de se retirer pour conclure la transaction dans des lieux plus secrets. Une fois la sélection faite, l'action se déplaçait vers les petits appartements du roi. Contrairement à la grandeur écrasante des salons d'apparat, ces pièces étaient plus petites, richement meublées de marqueteries précieuses, de velours et d'œuvres d'art intimes. L'atmosphère y était feutrée, conçue pour la confidentialité. L'accès à ce sanctuaire était en soi une récompense. C'est ici que se déroulaient les soupers privés, les conversations politiques et les rencontres galantes. La transformation de l'espace était totale. Le théâtre public du pouvoir laissait place à un huis clos où les masques tombaient. C'est dans ces cabinets dorés, isolés du reste du château par des murs épais et des portes gardées, que le véritable jeu du pouvoir se jouait, mêlant politique, plaisir et intrigue, dans un cocktail potentiellement explosif. L'escalier dérobé reliant l'appartement du roi à celui de Madame de Montespan est le symbole architectural le plus puissant de ce système. Cet escalier en colimaçon, dissimulé derrière une simple porte dans les boiseries de la chambre royale, permettait au monarque de rejoindre sa maîtresse à toute heure, sans être vu des courtisans qui montaient à la garde dans les antichambres. C'était la matérialisation en pierre et en bois du statut quasi institutionnel de la maîtresse. Son existence même était une reconnaissance que le pouvoir réel ne suivait pas les chemins officiels. Il empruntait des voies secrètes, à l'abri des regards. Cet escalier n'était pas seulement un passage physique, il était un conduit de pouvoir, un lien direct entre le lit de la favorite et le centre de décision du royaume. Un événement spécifique illustre la nature mortifère de ce système, l'affaire des poisons. À la fin des années 1670, une enquête sur un réseau de diseuses de bonne aventure et de fabricants de poisons à Paris a révélé des connexions choquantes avec les plus hauts cercles de la cour. Le nom de Madame de Montespan fut mentionné à plusieurs reprises. On l'accusa d'avoir utilisé des filtres d'amour pour conserver l'affection du roi et des messes noires pour écarter ses rivales. Bien que les preuves directes de son implication dans des meurtres n'aient jamais été formellement établies, le scandale a jeté une lumière crue sur les extrémités auxquelles les participants de ce système étaient prêts à aller pour maintenir leur position. La peur de perdre la faveur du roi était si grande qu'elle pouvait mener à la magie noire et au crime. Le but de ce système n'était jamais le simple plaisir. Chaque acte sexuel était un acte politique. Pour Louis XIV, il s'agissait avant tout de consolider son pouvoir. En liant les grandes familles nobles à lui par des liens de chair, il s'assurait de leur loyauté. Un noble dont la fille était dans le lit du roi hésiterait à comploter contre lui. C'était une forme de prise d'otage douce où la faveur remplaçait la force. Le roi créait un réseau de dépendance personnelle qui doublait et renforçait les structures officielles de l'État. Il gouvernait non seulement par décret et par conseil, mais aussi par l'intimité, faisant de la chambre à coucher une extension de la salle du trône et transformant le désir en un instrument de contrôle absolu. La chambre à coucher était également un centre de renseignement. Dans l'intimité, les langues se déliaient. Le roi pouvait apprendre les dernières rumeurs,
les alliances qui se formaient, les frustrations et les ambitions de ses courtisans. Une maîtresse cherchant à discréditer un rival pouvait distiller des informations soigneusement choisies. Louis XIV, doté d'une mémoire prodigieuse et d'un sens aigu de la psychologie humaine, utilisait ses confidences pour anticiper les complots et manipuler ses sujets. Ils jouaient les uns contre les autres, maintenant un équilibre précaire où personne ne devenait jamais trop puissant, à l'exception de lui-même. Le lit royal n'était pas un lieu de repos, mais un poste d'écoute avancé au cœur de son propre gouvernement. Les conséquences matérielles de la participation à ce système étaient immédiates et spectaculaires. Pour une famille, placer une femme dans le lit du roi signifiait un accès quasi illimité aux caisses de l'État. Les frères et pairs recevaient des commandements militaires prestigieux, des gouvernorats de provinces lucratives ou des abbayes dont ils touchaient les revenus sans jamais y mettre les pieds. Les maris complaisants étaient récompensés par des titres et des pensions. Madame de Montespan elle-même a amassé une fortune colossale et a pu faire construire son propre château, le château de Clagny, un Versailles en miniature financé par le Trésor royal. La faveur sexuelle était directement convertible en or, en terre et en pouvoir, une réalité brutale que personne à la cour n'ignorait. Au-delà des ambitieuses et des profiteurs, il y avait les victimes silencieuses. Des jeunes filles, parfois à peine sorties de l'enfance, comme cette mademoiselle de Fontanges, qui devint la maîtresse du roi à 17 ans, et mourut un an plus tard dans des circonstances mystérieuses. Pour elle, il n'y avait pas de véritable choix. Elles étaient des pions dans les stratégies de leur famille. Leur valeur était réduite à leur jeunesse et à leur capacité à séduire un monarque vieillissant. Le coût psychologique était immense. Une vie dans la peur constante d'être remplacée, la perte de leur réputation et une dépendance totale à l'égard d'un homme qui pouvait les rejeter à tout moment. Leur histoire est rarement écrite, car elles n'ont laissé ni mémoire ni lettres, seulement le souvenir fugace d'une beauté sacrifiée. La première victime de ce système était peut-être la plus visible et la plus impuissante. La reine Marie-Thérèse d'Autriche. Épouse dévouée et pieuse, elle a dû supporter des décennies d'humiliation publique. Elle était contrainte de côtoyer quotidiennement les maîtresses de son mari, de leur adresser la parole et même de voyager dans le même carrosse qu'elle. Sa souffrance était un spectacle permanent pour la cour, un rappel constant de son impuissance. Les enfants illégitimes du roi étaient légitimés et élevés à ses côtés, portant des titres qui rivalisaient avec ceux de ses propres enfants. Sa vie fut un long martyre, une démonstration publique que dans le système de Versailles, même le lien le plus sacré, le mariage, était subordonné à la volonté et au désir du monarque absolu. Ce système de pouvoir et de désir, qui a fonctionné au cœur de Versailles pendant près de 2 décennies à son apogée, semblait indestructible, aussi solide que les murs de marbre du château. Il avait réussi à domestiquer la noblesse la plus fière d'Europe, la transformant en une foule de courtisans dociles se disputant les faveurs d'un seul homme. Mais ces fondations, bâties sur le secret, l'exploitation et une ambition dévorante, contenaient les germes de leur propre pourrissement. Une crise, bien plus sombre qu'une simple rivalité de cour, était sur le point d'éclater. L'affaire des poisons allait révéler la face cachée et mortifère de ce monde de splendeur, menaçant de faire s'effondrer non seulement la réputation des maîtresses, mais l'image même du roi Soleil. La crise éclata non pas par une grande dénonciation publique, mais par les murmures sordides d'une enquête policière. En 1677, le chef de la police de Paris, Gabriel Nicolas de la Reynie, démantela un réseau de diseuses de bonne aventure, d'avorteuses et de fabricants de poisons. Ce qui semblait être une affaire de bas-fonds criminels remonta rapidement, de confession en confession, jusqu'aux antichambres dorées de Versailles. Des noms de courtisans, de dames de la haute noblesse commencèrent à apparaître dans les interrogatoires. Le scandale, qui serait connu sous le nom d'affaire des poisons, menaçait de révéler que sous le vernis de la civilisation et de l'étiquette, la cour du roi Soleil était un lieu où l'on recourait à la magie noire, aux filtres d'amour et au meurtre pour gagner ou conserver la faveur royale. Le venin lent des poisons menaçait d'infecter la source même du pouvoir. Le roi, alarmé, réagit avec une fermeté calculée. En 1679, il institua un tribunal d'exception, la Chambre ardente, pour juger l'affaire en secret. Mais le secret fut rapidement éventé. Le nom de la maîtresse en titre, Madame de Montespan, fut prononcé par plusieurs accusés, la liant à des messes noires
et à l'achat de poudres aphrodisiaques pour s'assurer l'amour du roi. Louis XIV fut confronté à un choix impossible, laisser la justice suivre son cours et voir sa favorite, mère de 7 de ses enfants légitimés, publiquement déshonorée, ou étouffer l'affaire et devenir complice. Il choisit la seconde option. Il suspendit les travaux de la Chambre ardente en 1682 et ordonna la destruction des dépositions les plus compromettantes. Le système ne fut pas exposé publiquement dans sa totalité, mais il fut maintenu par un acte de censure royale, un silence forcé qui coûta sa légitimité morale au monarque. Même étouffé, le scandale eut des conséquences politiques dévastatrices au sein de la cour. La position de Madame de Montespan était irrémédiablement compromise. Bien qu'elle ne fût jamais formellement accusée, la suspicion la suivit comme une ombre, et elle perdit définitivement la faveur du roi. Cet événement marqua un tournant majeur dans le règne. Louis XIV, choqué par la dépravation qu'il avait découverte si près de lui, se tourna vers une piété plus austère, fortement influencée par la gouvernante de ses enfants illégitimes, Madame de Maintenon, qu'il épousa secrètement après la mort de la reine en 1683. Le règne flamboyant des maîtresses ambitieuses et des fêtes extravagantes touchait à sa fin. Le système de pouvoir sexuel ne disparut pas, mais il devint plus discret, plus sombre, perdant l'éclat qui avait défini le milieu du règne et signalant un changement profond dans l'atmosphère de Versailles. Les coûts sociaux et financiers de ce système et de sa crise furent immenses. L'affaire des poisons a révélé au grand jour la corruption morale qui gangrenait l'aristocratie, une élite perçue comme parasitaire, vivant dans un luxe inouï aux frais d'un peuple écrasé d'impôts. Les dépenses colossales de Versailles, auparavant justifiées comme des investissements dans la gloire de la France, apparurent soudain comme le financement d'un mode de vie décadent et criminel. Cette érosion de la légitimité fut profonde et durable. Bien qu'il n'y ait pas eu de révolte immédiate, les graines de la méfiance envers la monarchie absolue étaient semées. Un siècle plus tard, les révolutionnaires de 1789 se souviendraient des scandales de la cour de Louis XIV comme la preuve originelle de la pourriture d'un régime qu'ils cherchaient à anéantir. Le coup de la gloire était la confiance de la nation. Les dernières décennies du règne de Louis XIV furent marquées par un déclin crépusculaire. L'éclat du roi Soleil pâlit sous le poids des guerres incessantes et coûteuses, comme la guerre de succession d'Espagne, qui vidèrent les caisses de l'État. Des famines terribles ravagèrent le royaume, contrastant cruellement avec l'opulence persistante de la cour. Le roi lui-même fut frappé par une série de tragédies personnelles, perdant son fils, 2 de ses petits-fils et une de ses arrière-petites-filles en l'espace de quelques années, laissant la succession reposer sur la tête d'un enfant fragile. Versailles, autrefois le théâtre de la fête et de l'ambition, devint un lieu de deuil et d'intrigue religieuse sous l'influence de Madame de Maintenon. Le monarque vieillissant, isolé dans sa gloire passée, gouvernait un royaume épuisé, l'ombre de l'homme qui avait fait trembler l'Europe. Le 1er septembre 1715, 4 jours avant son 77e anniversaire, Louis XIV mourut dans sa chambre à Versailles. La cause officielle de la mort fut la gangrène, qui se développa à partir d'une blessure à la jambe. Ces dernières semaines furent une agonie atroce, un spectacle public que le roi endura avec une dignité stoïque, transformant sa propre mort en une dernière cérémonie de cour. Son long règne, marqué par des excès en tout genre, de la table au lit, avait sans doute affaibli un corps qui finit par céder. Ses funérailles furent grandioses, mais les témoignages de l'époque rapportent que le peuple parisien manifesta sa joie au passage du convoi funéraire, soulagé de la fin d'un règne perçu comme tyrannique et ruineux. Le roi Soleil s'était éteint, laissant derrière lui un héritage de grandeur architecturale et de misère sociale. Dès la mort du roi, la machine de Versailles s'arrêta brutalement. Le nouveau régent, Philippe d'Orléans, neveu du défunt monarque, détestait l'atmosphère rigide et étouffante de la cour. L'une de ses premières décisions fut d'abandonner Versailles et de ramener la cour, le jeune roi Louis XV et le gouvernement à Paris. Presque du jour au lendemain, la cage dorée se vida. Les milliers de courtisans qui avaient de passer leur vie à intriguer dans ces couloirs firent leurs bagages. Un silence tomba sur les grands appartements, les miroirs de la galerie des glaces ne reflétant plus que des fantômes et de la poussière. Le château fut laissé à la garde d'un personnel réduit, devenant une coquille vide, un monument à la gloire d'un roi défunt.
Cette désertion immédiate fut le jugement le plus cinglant sur le système que Louis XIV avait créé. Sans sa présence, il n'avait plus aucune raison d'être. Cette période d'abandon, bien que temporaire, marqua une rupture symbolique. Lorsque la cour revint finalement à Versailles, sous Louis XV, l'aura du lieu avait changé. Il n'était plus le centre incontesté du monde, mais une résidence grandiose et coûteuse. Un héritage à la fois magnifique et écrasant. Le système de contrôle absolu mis en place par Louis XIV ne fut jamais recréé avec la même efficacité. La corruption morale révélée par l'affaire des poisons, couplée à la ruine financière laissée par ces guerres, avait laissé une tache indélébile. Le château lui-même devint le symbole de l'excès et de la déconnexion de la monarchie. Le pouvoir s'était déplacé, s'était fragmenté. La crise n'avait pas détruit les murs de pierre de Versailles, mais elle avait fissuré les fondations idéologiques de l'absolutisme, une fissure qui continuerait de s'élargir jusqu'à la rupture finale de la Révolution. Après la mort de Louis XIV, Versailles fut plongé dans un silence soudain. Le régent Philippe d'Orléans ramena la cour à Paris et le Grand Palais devint une coquille vide, un souvenir trop lourd. Ce n'est qu'en 1722 que le jeune Louis XV y réinstalla la cour, mais l'esprit avait changé. Préférant l'intimité à la représentation écrasante de son aïeul, il créa des espaces plus petits et plus confortables, comme les petits appartements et le petit Trianon. Son successeur Louis XVI, ainsi que la reine Marie-Antoinette, continuèrent cette tendance, cherchant à échapper à l'étiquette rigide dans le hameau de la reine. Mais le château restait le symbole de l'absolutisme. En octobre 1789, la Révolution française vint frapper à ses portes, forçant la famille royale à quitter Versailles pour ne plus jamais y revenir. Le grand théâtre du pouvoir avait définitivement fermé ses portes. La Révolution française a vidé Versailles de ses habitants et de ses trésors. Les meubles furent vendus aux enchères, les œuvres d'art envoyées au Louvre et les symboles de la royauté systématiquement effacés. Miraculeusement, le bâtiment lui-même fut épargné de la destruction, devenant un temps un dépôt pour les biens confisqués. Après une période de négligence sous Napoléon, qui préférait le Grand Trianon, le destin du château fut scellé par le roi Louis-Philippe. Dans un geste politique audacieux, il décida en 1833 de le transformer en un musée à toutes les gloires de la France. Cette décision sauva Versailles de la ruine. Il fit créer l'immense galerie des batailles et y installa des milliers de peintures et de sculptures célébrant l'histoire de France, de Clovis, à sa propre époque, transformant le symbole de la monarchie absolue en un monument à la nation tout entière. Le XXe siècle a conféré à Versailles une nouvelle importance sur la scène mondiale. Le 28 juin 1919, la signature du traité de Versailles dans la Galerie des Glaces a mis fin à la Première Guerre mondiale, faisant du lieu un symbole de paix et de réconciliation, bien que précaire. Cependant, des décennies de négligence et 2 guerres mondiales avaient laissé le château dans un état de délabrement alarmant. D'immenses campagnes de restauration furent lancées, notamment grâce au mécénat de John D. Rockefeller Jr. dans les années 20, puis par des efforts continus de l'État français. Aujourd'hui, Versailles est un établissement public géré par le ministère de la Culture, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Il accueille chaque année des millions de visiteurs, témoignant de son statut d'icône culturelle universelle, un héritage entretenu avec un soin méticuleux. Le visiteur d'aujourd'hui peut parcourir les mêmes espaces qui furent le théâtre du système de Louis XIV. La Galerie des Glaces, restaurée dans toute sa splendeur, est le point d'orgue de la visite, un lieu où l'on peut encore imaginer les jeux de regard et les négociations silencieuses. Les petits appartements du roi, accessibles lors de visites guidées, révèlent l'autre facette du pouvoir, celle de l'intimité et du secret. L'histoire du système des maîtresses n'est pas occultée. Les guides et les audioguides évoquent ouvertement le rôle politique de Madame de Montespan et les scandales comme l'affaire des poisons. Cette histoire est présentée non pas comme une anecdote salace, mais comme un élément essentiel pour comprendre la nature de la monarchie absolue, où la distinction entre la personne privée du roi et l'État n'existait pas. Les passages secrets, bien que non visitables, sont souvent mentionnés, ajoutant au mythe d'un palais à double fond. L'impact de Versailles et de son système fut profond et durable. L'architecture et l'étiquette de la cour de Louis XIV ont été imitées dans toute l'Europe, de Schönbrunn à Vienne à Peterhof à Saint-Pétersbourg. Cependant,
la corruption morale, révélée par l'affaire des poisons, combinée aux dépenses extravagantes, a durablement terni l'image de la monarchie, fournissant des arguments aux philosophes des Lumières et plus tard aux révolutionnaires. Le legs de Louis XIV reste ambivalent. Il est le roi soleil, symbole de la grandeur culturelle française, mais aussi un despote qui a gouverné par le contrôle et l'intimidation. Cette complexité continue de fasciner, inspirant d'innombrables œuvres de fiction et d'études historiques qui cherchent à comprendre comment la quête de la gloire absolue a pu engendrer à la fois une beauté inégalée et une profonde décadence morale. Versailles demeure une leçon de pierre sur la nature du pouvoir. Il révèle comment le pouvoir absolu, lorsqu'il est concentré en un seul homme, tend à transformer toutes les relations humaines en instruments politiques, effaçant la frontière entre l'amour et l'ambition, le désir et le contrôle. Le fait que le château préserve et présente aujourd'hui ces histoires complexes, sans chercher à les aseptiser, soulève une question importante sur la mémoire collective. Plutôt que de simplement admirer la beauté de la dorure, nous sommes invités à voir le système qui l'a produite. Le palais n'est pas seulement un chef-d'œuvre artistique, mais une archive politique. Il nous oblige à nous interroger sur la manière dont les sociétés se souviennent des aspects les plus sombres de leur grandeur. Le luxe que nous admirons aujourd'hui est le fruit d'un ordre que nous trouverions intolérable. Versailles demeure aujourd'hui un monument à la beauté absolue, mais chaque dorure et chaque miroir racontent aussi une autre histoire, celle d'un pouvoir absolu où le désir était une monnaie et les corps des instruments d'État. Le système de Louis XIV, né de l'ambition et du contrôle, a façonné un siècle mais a également semé les graines de la méfiance qui mènerait à la Révolution. La question demeure. Selon vous, ce système de pouvoir sexuel était-il une conséquence inévitable de la monarchie absolue, un outil de gouvernement cynique mais efficace, ou simplement le reflet de la dépravation d'un seul homme? Partagez votre analyse dans les commentaires. Si cette plongée dans les coulisses de l'histoire vous a passionné, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes, car chaque monument a ses secrets. Merci de nous avoir suivis dans les couloirs du temps.